Bonjour à tous, je m'appelle Jacques Loutia, je suis le fondateur de la relativité numérique singulière. La relativité numérique singulière, c'est l'accomplissement de la relativité générale. La relativité générale n'était pas à mesure de décrire le niveau des atomes et des particules. C'est ainsi que nous avons besoin d'une nouvelle version de la théorie des relativités. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de deux points. Je vais parler de la gravitation quantique et la théorie unifiée. Mais je ne veux pas aller en détail de tout ceci parce que c'est un chapitre qui nous prendrait trop de temps. Tout ce que je voudrais faire ici, c'est vous donner juste une explication au sujet des deux questions qui sont toujours posées en physique. La première question est: pourquoi la relativité générale ne pouvait pas expliquer les niveaux des atomes et des particules? La deuxième question est: comment unifier la relativité générale et la mécanique quantique? Pour commencer, je vais vous dire que cette explication ne sera pas vraiment élaborée, dans le sens que je vais simplement pointer ce qui nous est essentiel. Le reste, vous allez lire dans les notes. Alors, pourquoi la relativité générale ne pouvait pas décrire le niveau des atomes et des particules? Pour découvrir le problème, nous devons aller au moment où les deux théories étaient nées. Vous voyez ce diagramme? Ce diagramme nous raconte l'histoire dans son entièreté. Mais je ne veux pas aller dans tous ces détails. Tout ce qui nous importe le plus, c'est le point ici. Nous appelons cela le point d'omission de la physique moderne. Pourquoi point d'omission? C'est parce que il y a eu un problème ici. Vous savez que la relativité générale a été révélée par Einstein et comment ça a commencé? D'abord, c'est en 1905. Il avait publié 4 grands articles. L'un des articles était celui qui expliquait la relativité restreinte. Einstein avait découvert que le temps est flexible. Votre temps n'est pas mon temps. Le temps ici n'est pas le temps là-bas. Alors, il a aussi découvert que le temps et l'espace étaient inséparables. Ainsi, mathématiquement, il a formalisé une théorie de relativité. Et cette théorie est reconnue comme la théorie de relativité restreinte. Parce que tout ce que ça décrivait, c'était les mouvements des objets sur des lignes droites et à des vitesses constantes. Mais il a réalisé en fait que l'univers ne fonctionne pas de cette manière. Ainsi, Einstein voulait rendre sa théorie de relativité restreinte une théorie de relativité générale. Comment le faire? Il a réalisé que les deux éléments qui lui manquaient pourraient se retrouver dans la gravitation.
Alors, il fallait insérer la gravitation dans sa théorie. Comment introduire la gravitation? Vous savez, la gravitation, c'est que Einstein avait compris que la gravitation, c'est interaction entre les temps et l'espace. Alors, il a décrit la gravitation d'une manière inattendue. Et nous sommes tous vraiment épatés lorsque nous apprenons que les temps est flexible, l'espace est flexible, et alors tout c'est cela qui nous donne ce que nous appelons la gravitation. Mais, bien qu'il avait fait du succès en formulant sa théorie de la relativité générale, il avait oublié un élément qui lui a causé des problèmes après. En fin de compte, Einstein s'est trouvé bloqué. Pourquoi? Parce que sa théorie de relativité générale ne pouvait pas expliquer le monde des atomes et des particules. Et cela était dû à quoi? C'est parce qu'il avait sauté une étape très importante ici. Avant d'aller dans son chemin qu'il avait pris, il devait d'abord se référer à une découverte qui était faite par Galiléo 300 ans avant lui. C'était quoi? Galiléo avait découvert la relation entre les temps et l'espace. Il a découvert que lorsqu'un objet est en chute libre, la distance parcourue par l'objet est directement proportionnelle au carré du temps. Alors, ça, c'est ce qui nous a donné comme diagramme. Simplement pour connaître, quand vous voyez un corps en chute libre, vous connaître combien est la distance parcourue, vous devez simplement prendre le temps au carré. 0, 0, bien sûr. 1, 1. 2, 4. 3, 9. 4, 16. 5, 25. Vous pouvez continuer. 6, 36. C'est la loi du carré qui se manifeste ici. C'est-à-dire la relation entre le temps et la distance est une relation de carré. Mais qu'est-ce que la distance? La distance, c'est l'espace entre deux points. Vous allez d'un point à l'autre, ça c'est ce qu'on appelle la distance. Alors, si vous voulez connaître cette relation et la relation du carré, c'est-à-dire la relation entre le temps et l'espace doit aussi être une relation de carré. Vous allez les voir tout à l'heure que vous avez ce nombre ici qui décrivent les carrés, carrés, carrés. Nous avons dit que 1 au carré, 4 signifie 2 au carré, 9 c'est 3 au carré, 16 c'est 3 au carré, et 4 au carré, et 25 c'est 5 au carré. Mais avant que je puisse vous expliquer ce que ça signifie ici, nous devons d'abord voir ici. Nous voyons quelles sont les activités qui se déroulent pendant la chute de l'objet. Ici, quand le corps est en train de tomber, quand l'objet est en train de tomber, il suit une certaine loi.
La loi dit que, ici, pendant la première unité de temps, le corps doit parcourir une fois la distance de l'unité de temps. Pendant la deuxième unité de temps, 3 fois l'unité de distance. Troisième unité de temps, 5 fois. Quatrième, 7 fois. Cinquième, 9 fois. Et vous voyez que ça va continuer, si vous voulez, 11, 13, 15, 17, etc. Alors, ça, qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique que la vitesse augmente constamment de 2 fois. Vous voyez l'écart entre tous ces nombres, c'est toujours 2, 2, 2, c'est ça. Alors, ça décrit l'accélération. Si nous voulons formaliser l'accélération, nous pouvons le faire ici. Mais nous ne sommes pas ici pour les formules aujourd'hui. Ça, c'est une introduction. Si vous voulez avoir des formules, vous devez étudier la théorie elle-même. Alors, l'accélération était très précieux pour Einstein parce que c'est ce qu'il cherchait, l'accélération. Et Galilée nous montre que l'accélération est là et que la gravitation, c'est l'accélération. L'autre chose dont il avait besoin, c'est la géométrie de l'espace. L'objet qui est en train de tomber a une vitesse qui augmente tout le temps. Et en même temps, il a de l'influence sur son passage. C'est-à-dire, la trajectoire de cet objet est affectée par la masse de l'objet. Alors, combien d'espace s'affecte? Pour calculer cela, ces nombres nous permettent de le voir. Alors ça nous donne, ça fait, c'est ce qui justifie exactement ces nombres. Donc, si nous voulons comprendre cela, il nous faut simplement aller au cinéma. Quand vous allez au cinéma, vous voyez l'image sur l'écran. Si vous voulez connaître la dimension de l'image sur l'écran, qu'est-ce que vous devez prendre? La loi dit que vous prenez la distance entre le projecteur et l'écran. Vous élevez cela au carré. C'est ça la dimension de l'image. Vous avez des nombres ici. C'est-à-dire vous aurez 2 au carré, 3 au carré, 4 au carré, etc. Qu'est-ce que l'image? L'image, c'est la lumière. Alors, pourquoi la lumière suit cette loi du carré? La relativité générale nous dit que la lumière suit la géométrie de l'espace-temps. Là où l'espace-temps est courbe, la lumière aussi va suivre la courbure. Ça sera aussi courbe. Alors, c'est pourquoi cette loi se reflète ici. Et parlant de la lumière, en physique, nous étudions que l'intensité de la lumière est inversement proportionnelle à la distance de la source. Ça, c'est la source. Prenez n'importe quel point hors de la source, ici,
vous mesurez la distance au carré. Alors, si vous voulez connaître l'intensité à ce point-là, vous devez simplement considérer l'inverse. Voilà la formule. Ici, ça décrit deux différents points. C'est comme cela que c'est lié. Alors, ici, ça peut être le point 0 et la distance 0. Ça peut être le point 3, 3. Ça dépend. Alors, ici, la lumière, l'intensité de la lumière suit la loi du carré inverse. Parlant de la loi du carré inverse, nous allons à la source, là où la loi du carré inverse avait commencé. Ça va commencer avec l'étude de la gravitation. Newton avait étudié la force d'attraction entre deux corps avec masse. Alors, il a dit que la force d'attraction entre deux particules varie en fonction du carré inverse de la distance entre les deux particules. Et ça, c'est la formule. Alors, nous venons d'étudier tout ceci pour vous dire que la gravitation suit la loi du carré. Toutes les théories qui traitent avec la gravitation sont sous le régime de la loi du carré. Mais il y a un problème. Quand la distance devient 0. Quand la distance devient 0, vous voyez la force. Quelle est la force? Infinie. Nous avons l'infinité. Quand la distance devient 0, l'intensité devient infinité ou 0. Bon, j'ai mis ce 0 ici pour un but, mais en réalité, c'est l'infinité qui nous concerne le plus. Le 0, vous allez comprendre ça bien après. Pourquoi j'ai mis 0. Alors, je vous dis que la loi du carré a été mal interprétée. Nous avons une loi du carré mal interprétée. Pourquoi? Parce que ça nous donne des infinités. Nous ne devrions pas avoir des infinités. Alors maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Allons-nous continuer à enseigner ces genres d'équations à nos enfants? Ou bien nous allons devoir les changer? Alors, quand nous allons revenir pour la deuxième partie, je vais vous donner la solution. Je vais vous expliquer comment nous allons résoudre ce problème des infinités. Le problème de la loi du carré qui a été mal interprétée. Merci beaucoup.